Bonjour. La question qui m'a été posée est un petit peu différente de celle de Geneviève, puisque Geneviève a essayé de répondre à la question pourquoi changer d'échelle, et moi il m'était demandé de répondre à la question comment changer d'échelle. Et je vais faire une réponse un petit peu différente de la sienne, puisque la question n'est pas la même, mais pas pour ça non plus. Parce que je travaille depuis pratiquement 20 ans dans ce domaine-là, et donc mon point de vue va être beaucoup plus centré sur l'ESS et donc beaucoup plus clivant sur ces questions-là. Toute la difficulté, une des difficultés principales, vient du fait que l'économie sociale n'est pas une nouvelle façon d'entreprendre, contrairement à ce que nous dit la loi, mais c'est surtout un mouvement social. Et donc, la vraie question qui va se poser, c'est comment on articule cette façon d'entreprendre, cette chose instituée, avec le mouvement social qui est une chose instituante. Et ça, c'est une drôle de question, c'est une question qui est compliquée et qui ne peut pas être traitée dans les termes de l'économie ordinaire. L'économie ordinaire traiterait cette question de manière assez facile, puisque quand on veut changer d'échelle, on fait des économies d'échelle, hein, c'est-à-dire qu'on répartit un poids de capital fixe sur un plus grand nombre d'unités, ou bien on a une stratégie de marcotage, c'est-à-dire qu'on multiplie le nombre d'unités sur un territoire, mais ça, c'est pas suffisant non plus, ou bien on a une stratégie fiscale, c'est-à-dire que fiscalement, eh bien, on pousse à ce qu'il y ait des avantages dans une série d'entreprises, et on a automatiquement ce qu'on appelle des effets d'aubaine, chose que dans notre milieu, on essaie d'éviter, c'est-à-dire on essaie de profiter de ces avantages qui sont procurés par quelque chose qui est de nature fiscale et qui ne relève pas du groupe ou du collectif qui se met en place. Et là où je suis évidemment d'accord avec Geneviève, parce qu'on en a discuté 1000 fois, c'est sur cette idée de pollinisation, c'est-à-dire de ce transfert progressif de bonnes pratiques vers l'économie ordinaire. Ça, je n'y crois pas une seconde. Je ne crois pas du tout que l'exemple donné par l'économie solidaire pourrait tout d'un coup amener les entreprises financières à adopter de bonnes pratiques et à être plus convenables. Pour aller dans le sens, au fond, de la question que je me pose depuis 20 ans, elle est relativement simple. C'est que pour qu'une idée se traduise dans les faits et qu'un fait prenne de la signification, il faut que se rencontrent des concepts qui sont créés par des intellectuels, par des universitaires ou par tout autre faiseur d'idées, peu importe, pour caractériser une partition d'éléments, et d'autre part que les acteurs de ces pratiques sociales se reconnaissent dans l'expression de ce mouvement. Voilà, c'est ça la difficulté. La difficulté, c'est d'arriver à faire coller à la fois un discours théorique, un discours intellectuel, un discours qui dit quelque chose de la société, et puis de l'autre côté, des pratiques nouvelles, novatrices, qui se reconnaissent dans ce discours théorique et qui en font leur. Ça, c'est relativement compliqué. Quelque chose devrait vous titiller un petit peu. Vous avez vu le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui a connu un succès énorme, plus d'un million d'entrées. Hein, et ce film ne fait que présenter des initiatives de ce que vous appelez, pas moi, l'économie sociale et solidaire. Et à aucun moment donné, il n'est prononcé ce terme. C'est-à-dire tout ce film ne parle que d'économie sociale et solidaire. C'est toutes des pratiques que nous connaissons, nous, de ce milieu. Et à aucun moment donné, il y a un nom qui est donné sur ces pratiques. Ça, je trouve ça très inquiétant. Très, très inquiétant, c'est-à-dire que ça prouve que ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire cette relation entre des concepts et puis les pratiques, ben, il ne se fait pas, il ne se nourrit pas. Hein, c'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de trou, comme quelque chose qui est suspendu entre ces deux phénomènes. C'est ça que j'ai étudié depuis 20 ans. Depuis 20 ans, je passe mon temps à travailler sur ces questions. Alors je vais faire un rapide historique que vous connaissez tous, surtout qu'il y a beaucoup de mes étudiants, mais je ne radote pas, hein, je vais redire, mais voilà. Ne croyez pas que j'ai oublié que je vous l'ai déjà dit. C'est ça que je fais.
Donc, on va partir de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, grosso modo, quand on a monté cette formation il y a 20 ans. On était devant une critique qui était la plus massive, qui était faite à l'économie sociale et qui repose essentiellement sur ce qu'on appelait à l'époque, on continue à appeler l'isomorphisme de l'économie sociale. C'est-à-dire, grosso modo, qu'à travers le temps, l'économie sociale s'était banalisée par le marché ou bien qu'elle s'était institutionnalisée par l'État. Banaliser le Crédit Agricole, par exemple, institutionnaliser la Mutualité française. D'accord ? Donc on partait de ce constat-là et on avait quand même en tête que tout ce mouvement, c'était le mouvement qui était parti des années 1830, avec l'écrasement des canuts, l'associationnisme ouvrier, qui était riche d'expérience, qui a conduit Philippe Buchet, un Saint-Simonien déviant, à poser les premières bases du coopérativisme. Et puis, ce mouvement, c'était aussi suivi de l'écrasement de la commune. Et finalement, il faut attendre la belle époque pour voir apparaître un certain nombre, fleurir ce qu'on va appeler l'économie sociale. Et l'école de Nîmes, animée par Charles Gide, qui vantait les qualités d'une république qui serait entièrement coopérative, ou l'école de Saint-Claude, qui était à travers la fraternelle, qu'animait Ponard, Henri Ponard. C'est une très très belle expérience dans un lieu très particulier du Jura, et qui était doublée, toutes ces expériences, qui étaient doublées par la voix d'un tribun dont l'université dans laquelle je suis a pris le nom, Jean Jaurès, et la création de la verrerie ouvrière d'Albi. Voilà, c'était un petit peu cette masse qui nous entourait, qui faisait qu'on avait, par rapport à cette période, quelque chose qui faisait un petit peu écho à ce qu'on vivait. Les choses se sont assombries entre les deux guerres, et Georges Fauquet commencera à parler du troisième secteur, d'accord ? Donc ce qui était en rabattre beaucoup par rapport à la République coopérative de Gide, on était vraiment sur quelque chose. Et puis ça va s'aggraver après la Seconde Guerre mondiale. Et Claude Viennet, qui d'ailleurs était présent, qui est décédé, mais qui était présent à cette manifestation il y a 20 ans, perdra quasiment toute perspective économique pour se concentrer sur la question de l'entreprise, ce qui était une réduction très très forte. Et on a assisté à un silence assourdissant de tout ce secteur, des banques, des mutuelles, etc., autour de ce qui s'est passé dans les années 80, une exclusion sociale forte, des inégalités sociales sur lesquelles on n'avait pas de réponse, et où on essayait de s'interroger. On peut expliquer rapidement cet isomorphisme de deux manières différentes. La première, c'est la taille des structures, c'est-à-dire que, et on en vient à cette question de la taille, qui, avec le poids, se sont banalisés. Et puis, on peut aussi peut-être expliquer que la durée de ces expériences, le temps, a fait que la révolte et la colère qui était à l'origine de ces expériences s'est émoussée avec le temps. Et puis apparaissent de nouvelles expériences. Nous sommes dans les années 90 à peu près, 80-90, et on a pu nommer en France économie solidaire, ces expériences. Tout le monde n'a pas suivi, les Italiens n'ont pas suivi, ils ont gardé le terme d'économie sociale. Les Belges ont parlé de nouvelle économie sociale, c'est le terme que nous avions choisi, nous, pour le master. Et on peut reconnaître à ce mouvement trois forces. La première, c'est de déplacer son inscription dans l'histoire. C'est-à-dire, au lieu d'adopter une histoire brodélienne, on va utiliser une histoire polanyienne. C'est-à-dire que Karl Polanyi va devenir notre grande figure historique. Et ça va changer les choses. Alors, je ne peux pas développer les différences de perspective entre Polanyi et Brodel. Mais grosso modo, ça voulait dire qu'on allait tirer les choses vers les différentes modalités d'échange. D'accord ? Alors que chez Brodel, on avait une espèce de succession de stades historiques qui se succédaient de manière un peu naturelle. Il y a une façon de traiter cette chose à travers les modalités d'échange, et puis il y avait à côté, dans la traduction de Karl Polanyi, une interprétation, une introduction de Louis Dumont qui nous invitait à quelque chose qui était encore plus fondamental, qui était une interrogation des catégories de l'économie, que Serge Attouche suivra ensuite par la suite. Donc ça, c'est la première qualité, c'est-à-dire que tout d'un coup, on va changer d'axe, c'est-à-dire qu'on va
transformer cette lecture de l'économie sociale sous un volet qu'on ne connaissait pas. La deuxième chose qui est importante dans l'économie solidaire à cette époque, c'est l'existence pour chaque famille de chartes. Donc les crèches parentales vont avoir une charte, les cigales vont avoir une charte, les régies de quartier vont avoir une charte, les jardins collectifs, les habitats coopératifs, etc. Intéressant, c'est-à-dire là où l'économie sociale avait une approche par les statuts, l'économie solidaire fait remonter des chartes du bas. Ce sont des chartes verticales. Par exemple, je vous donne un exemple, une régie de quartier doit travailler l'essentiel de son temps avec des personnes qui sont exclues du quartier. Bon, pour faire vite. Et puis la troisième chose, à mon avis, importante et qui nous avait marqué, c'est la dimension, le primat de la dimension politique. Voilà, ça et de la société civile comme moteur déterminant et en ce sens qui retrouvait un peu les élans de l'associationnisme ouvrier des années 1830. Voilà, à mon sens, l'économie solidaire comme théorisation des pratiques socio-économiques des années 80 est un échec. Voilà, je regrette. Je vous avais dit que je serais clivant. C'est un échec pour trois raisons. La première est factuelle. C'est qu'en 30 ans, aucun réseau soutenu par l'économie solidaire ne s'est véritablement développé. Ni les crèches parentales, ni les entreprises d'insertion, ni les régies de quartier. Ça, c'est le premier constat. C'est-à-dire que ce qui était un peu l'idéal type de ces structures, finalement, ça n'a pas avancé. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la France est un peu isolée dans l'usage de cette terminologie, à l'exception peut-être, tu l'as dit, Geneviève, du Brésil, mais avec des variantes. On parle plutôt d'économie populaire, enfin bon. Voilà. Et puis, Bérénice, tu le disais, partiellement de l'Espagne. Partiellement de l'Espagne. Voilà. Alors c'est embêtant, c'est pas rédhibitoire, mais c'est embêtant parce que d'un point de vue pédagogique, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'il faut rajouter encore économie sociale, économie solidaire, économie populaire, économie locale. On a encore une autre catégorie, mais ça peut être... voilà. Bon, ouais. La troisième raison, et à mon avis c'est la plus grave, est que l'économie solidaire apparaît en fait comme une variante de politique publique. Ce qui contredit, d'une certaine manière, son ancrage dans l'associationnisme ouvrier des années 1830. Ça, c'est à mon avis le point le plus compliqué. Et comme me l'écrivait François Espagne, une des très très belles figures des SCOP en France, un peu trop âgé maintenant pour pouvoir être ici aujourd'hui, personne ne sait ce qu'est l'économie solidaire. Il s'agit d'un discours suspendu, hors sol, qui ne recoupe pas de pratiques réelles. Le message est un peu sévère, mais il y a quand même quelque chose auquel il faut s'intéresser. Ce qui est plus grave, c'est qu'en se débarrassant des statuts de l'économie sociale, d'abord, première chose, il est vrai, et ça on peut tous être d'accord, que les statuts ne garantissent aucune vertu. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais en se débarrassant de la question des statuts, l'économie solidaire a ouvert la voie aux entrepreneurs sociaux et bientôt à la loi Pacte, qui a comme résultat de dissoudre le message coopératif. C'est-à-dire qu'en abandonnant le statut comme référence, elle ouvre la voie à tout ce qui prétend que le statut ne sert à rien, et donc que ne servant à rien, on peut très bien avoir des entreprises commerciales qui remplissent toutes les conditions. Ce qui... quand même, un petit rappel historique pour ceux qui aiment un petit peu l'histoire. Si vous vous souvenez du débat qu'il y a eu entre l'Union et la Bourse en 1895, c'était exactement cette question qui était posée. Voilà. Quand même, c'était cette question et que les coopérateurs refusaient l'idée d'une participation, d'accord ? C'était cette question qui était exactement posée. Alors, ce qui frappe lorsqu'on regarde avec ce recul historique de 20 années, c'est qu'à quel point il n'y a eu aucun débat entre l'économie sociale et l'économie solidaire, véritablement. C'est-à-dire comment le mutualisme est-il resté muet devant l'exclusion sociale des années 90 en France, alors que son histoire même, la façon dont elle est née, aurait dû la rendre sensible à la question de l'exclusion sociale des années 80. Et ensuite, comment l'économie solidaire n'a jamais prêté attention à la mutualité.
alors que l'inversion du cycle de production des mutuelles assurances, uniquement du point de vue économique, c'est-à-dire qu'elles perçoivent les cotisations avant de payer les sinistres, mettait à disposition des ressources abondantes. C'est-à-dire qu'on a là quelque chose qui est difficilement compréhensible. Il y a là un silence de taiseux assourdissant que le réseau universitaire d'économie sociale et solidaire auquel j'ai participé à sa création n'a jamais soulevé. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de véritable débat là-dessus. Alors, partant de ce constat, une loi sur l'économie sociale et l'économie solidaire aurait-il pu être autre chose qu'une phatrasie, c'est-à-dire un amas d'amendements qui ne donnent aucune cohérence, aucun corps, aucune doctrine à ce que les pouvoirs publics appellent d'un mot économie sociale et solidaire ou ESS. Oui, on aurait pu faire autrement. Il aurait fallu ne pas être paresseux et ne pas céder aux lobbies de toutes sortes. Et il fallait considérer la loi comme l'instrument d'une modification des pratiques et non comme l'institué des bureaucraties professionnelles. Et c'est cette dernière veine qui a prévalu dans le vote de cette loi, qui n'a, du reste, vous l'avez remarqué, provoqué aucune réaction. C'est-à-dire que cette loi a été votée dans l'indifférence générale, et ce qui entraîne ce commentaire laconique de toujours le même François Espagne, qui m'écrivait « Si un étudiant en capacité en droit avait présenté un texte de ce type, il aurait été immédiatement ajourné. » Voilà. La raison est en fait assez simple. C'est qu'on ne peut pas définir un objet par ce qu'il n'est pas, ou réduire la philosophie, l'histoire, la mémoire de l'économie sociale à un mode de gestion d'entreprise. Ça, ce n'est pas possible. Et la loi considère que la coopérative est une condition suffisante pour faire partie de l'ESS, sous certaines conditions, dont certaines sont provocantes, et que des entreprises commerciales peuvent intégrer l'ESS. Pour donner un poids un peu plus important sémantique à cette question, on appelle ça l'inclusion, supposant que les autres excluent par barrière, que ces barrières seraient trop rigides. Si vous ne mettez pas de barrière, vous pouvez, il faut totalement supprimer les règles. Alors pour moi, la loi ESS est une ineptie qui ne règle rien, les 4 questions qui sont posées. Ni les abus de certaines coopératives, puisque par définition, on les intègre d'office. Or, le constat que nous faisons, c'est que précisément, le statut coopératif peut amener à des abus extraordinaires. Deuxièmement, ni le statut alambiqué des mutuelles, qui auraient pu tout aussi bien suivre le modèle italien et devenir des coopératives assurantielles, auquel cas cette distinction disparaissait. Ni le fourre-tout des associations, dont il faudrait absolument faire le ménage entre celles qui sont des associations de personnes et celles qui ont une activité économique et qui relèvent alors du champ coopératif. Ni enfin la fonction des entreprises commerciales qui n'ont rien à perdre à se qualifier ESS. Voilà, c'est donc le bon sens aurait dû conduire à une proposition de loi exactement inverse, c'est-à-dire que la coopérative est une condition nécessaire mais jamais suffisante. Et pour éviter qu'on me pose la question, il n'y a pas de condition suffisante, car toute coopérative comprend un collectif, et qu'un collectif, c'est une tragédie. C'est une tragédie. La seule manière de le faire exister est de savoir à tout moment qu'il peut mourir. C'est cette fin tragique qui lui donne la chance et la possibilité de perdurer. En revanche, s'il n'y a pas de conditions suffisantes, rien n'empêche de solidifier les conditions nécessaires, des statuts de l'économie sociale qui viennent d'en haut par l'existence de chartes de l'économie dite solidaire qui viennent d'en bas. Et là, il y avait une possibilité, à mon avis, qui était tout à fait ouverte. La proposition qui découle de ce constat est donc très simple dans son principe. En termes sémantiques, j'ai proposé il y a plusieurs années de revenir à la terminologie d'économie sociale pour 3 raisons. La première raison, c'est sa référence littéraire. Dans son roman Atala, l'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe évoque à la manière de Thomas More l'existence d'un territoire perdu, en harmonie, dit-il,
avec la nature, retenons bien cette expression d'harmonie, qui n'est pas équivalent au small is beautiful, ne comptant que sur ses propres forces et partageant les fruits des moissons équitablement. Et il qualifie ce village d'économie sociale. Ce roman de Chateaubriand a été publié en 1801. Et, à mon avis, elle propose une allégorie qui est suffisante pour définir l'économie sociale dans les termes de Karl Polanyi. La nature doit être protégée, l'extractivisme nucléaire ne peut être considéré comme de l'économie sociale, l'homme ne peut pas être exploité par l'homme, il s'agit de la pratique d'émancipation, et rejeter la crématistique, c'est-à-dire la façon de faire de l'argent pour de l'argent, c'est-à-dire la financiarisation. Du coup, l'homme, la nature, la monnaie ne peuvent pas être des marchandises en économie sociale. Ça, c'est la première référence. La deuxième référence, c'est qu'il n'existe pas beaucoup de terminologie, quand vous regardez bien, pour définir des groupes sociaux qui ont traversé en opposition l'histoire française. Les partis politiques sont hors jeu, puisqu'ils sont handicapés de naissance. Le Parti socialiste et le Parti communiste naissent en 1920, donc l'histoire est en large partie passée. Les partis socialistes suédois sont beaucoup plus intéressants parce qu'ils portent une histoire plus longue. Le Parti ouvrier belge naît en même temps que la première boulangerie coopérative en 1885. L'économie sociale est la seule qui peut porter les événements de 1830, de la révolution de 1848 avortée, de 1870 de la Commune, de Charles Gide, de Jean Jaurès, de l'histoire récente, de celle de 1936 en Espagne. La troisième référence est sa constante fidélité à la question de la propriété. Alors que certains voient disparaître la question de la propriété au profit des communs, d'autres au profit de l'usage, l'économie sociale a toujours dissocié la propriété privée et la propriété collective et considéré que le socle sur lequel s'est créé le capitalisme est un vol de propriété qui reposera après sur un droit d'héritage et qui ne sera jamais remis en question par la création du Code civil. Voilà, j'entends bien, évidemment, que la terminologie d'économie sociale recouvre aujourd'hui une réalité banale, mais c'est parce qu'elle est historique, qu'elle applique aux injonctions du monde actuel, que nous devons la spécifier. Cette question sémantique réglée, il y a maintenant deux composantes à l'économie sociale qui sont essentielles et qui font qu'on ne peut pas répondre à la question qui était posée avec les termes de l'économie ordinaire. C'est qu'il y a dans l'économie sociale une composante qui est contestataire, de sociation de personnes, pas d'association, de sociation de personnes, aussi diverses que des réunions informelles en bas des cages d'escalier, jusqu'aux associations villageoises de Tizi Ouzou, en passant par la contestation de grands travaux aéroportuaires, hydrauliques ou d'enfouissement des déchets, ou de ce qu'on appelle la requalification des quartiers. Ces associations instituantes de personnes peuvent se regrouper dans les associations de 1901, mais ne sont pas obligées de le faire. Elles sont ce qu'on appelle l'expression de la société civile. C'est parce qu'il y a ces luttes, ces contestations, ces résistances que se construit l'autre partie de la deuxième composante. La deuxième composante, c'est celle de l'économie coopérative, dont le propre est de créer deux types de pouvoirs. Un pouvoir contrôlé, c'est la coopérative que nous connaissons essentiellement en France, ou la coopérative partagée, ou pouvoir partagé, c'est celle de l'autogestion que nous connaissons dans les pays d'Amérique latine. Il existe des entreprises autogérées en France, mais c'est pas de ça. Cette économie coopérative, elle part d'une matrice coopérative qui est intéressante parce qu'elle est totalement universelle. Depuis le début du capitalisme, c'est-à-dire depuis le moment où on a découpé la société en une partie qui était économique, une partie qui était politique, une partie sociale, une partie de la culture, etc. La matrice coopérative s'est imposée dans tous les pays, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Cette coopérative, elle a une caractéristique, c'est que c'est une structure économique, mais qui a une dynamique qui est politique. Et ça, en soi, c'est un cas unique. C'est-à-dire que ce type de structure et cette façon dont elle a traversé les histoires et elle a traversé les sociétés est une caractéristique unique. D'un point de vue juridique, vous le savez tous, je ne vais pas le dire, enfin je le dis rapidement, la matrice coopérative, elle repose sur trois facteurs. Le premier, c'est un capital qui est composé de parts sociales et non d'actions et d'obligations. Le deuxième, c'est un principe de double qualité. Le troisième, c'est le principe formel, un homme, une voix. C'est des principes formels. Jean-Louis Laville dit ça à un moment donné, il a raison. C'est pas réel, c'est
formel. C'est-à-dire qu'on peut très bien, avec ça, faire autre chose. Et cette matrice coopérative, chose intéressante, elle se décline en modèles qui sont des modèles qui sont très différents de région en région. Et ça, c'est une donnée très importante de l'économie sociale, c'est-à-dire ce qu'une entreprise capitaliste ne fait pas, c'est que si vous gagnez d'argent à Tokyo, vous savez en gagner à Madrid, une coopérative, vous ne pouvez pas le faire. L'expérience de Mondragon ne se transférera jamais en France. L'expérience du Trentino italienne, vous ne le mettrez jamais en France. En France, il faut inventer quelque chose. Et c'est cette particularité des modèles qui sont des modèles qui vont se décliner selon des régions, selon des pays. Par exemple, dans les coopératives de production, la coopérative espagnole a des socios qui ne sont pas des salariés. Donc vous créez une coopérative avec des gens qui ne sont pas salariés. Chose totalement impossible en France, la SCOP a des salariés. La coopérative espagnole interdit le droit syndical au nom du fait qu'ils sont eux-mêmes les travailleurs de ces entreprises, alors que si vous prenez le cas italien, c'est au contraire l'appartenance syndicale qui forme les deux fédérations ou les trois fédérations des coopératives qui existent. Si vous prenez les coopératives de consommation, vous avez la même chose. Vous avez un modèle qui est anglo-saxon, la Chouette Coop ou la Louve à Paris, c'est un modèle anglo-saxon transféré. Et puis vous avez un vieux modèle européen qui existe en Italie, qui existait en France dans les années 84-85, qui s'appelait les petites coop. Vous avez tous vu des petites coop. Donc, on a, pour revenir sur l'essentiel, on a donc bien une matrice coopérative qui est vraie dans tout lieu, en tout temps, depuis le début du capitalisme. Et ensuite, on a une déclinaison par modèle qui suit des régions, voire des pays particuliers. Ça, c'est le point deuxième important. Et le troisième point important, c'est la définition de la charte. La charte, les chartes, elles partent du bas, elles ne partent pas du haut, et elles définissent à un moment un mode d'organisation particulier et qui va qualifier ce type de coopérative par rapport à d'autres. D'accord ? On est bien dans un processus où vous avez une descente par le statut et une montée par les chartes. J'appelle nouvelle économie sociale les structures qui obéissent à ce double processus, c'est-à-dire qui sont capables à la fois d'organiser une descente et une montée. Il me semble que le réseau repas en France n'est pas trop loin de ce que je décris. Et il me semble que les monographies que j'ai faites sur Mondragon et Trent obéissent aussi à ces règles-là. Par exemple, si vous prenez à Mondragon le fait qu'une personne peut sortir d'une activité, d'une coopérative et être transférée dans une autre activité, ça relève de la charte de Mondragon. Ça n'existe pas dans le droit espagnol. C'est Mondragon qui a décidé que quand une coopérative aurait une baisse d'activité, un travailleur de cette coopérative, en gardant son contrat de travail, pourrait aller dans une autre coopérative. Ça n'obéit à aucune règle du droit espagnol et ça n'obéit, c'est une définition d'une charte locale. C'est localement qu'on a décidé ça. Pour résumer, nous avons des associations de personnes, ATTAC, Alternativa, Ville en transition, les luttes urbaines, les défenses de territoire, qui sont la partie instituante de l'économie sociale, et la coopérative est la partie instituée de l'économie sociale. C'est-à-dire, c'est celle qui, à un moment, fixe un certain nombre de règles dans le capitalisme, ici et maintenant. Quel est l'intérêt d'une telle présentation ? À mon avis, il y a 4 points essentiels. Le premier, je vous l'ai dit, c'est l'idée de cette matrice qui est universelle et qui permet de dire très très rapidement de quoi il s'agit, sans s'embarrasser de savoir si c'est de l'économie sociale, de l'économie solidaire, de l'économie locale, de l'économie, etc. On a quelque chose qui est très clair. Deuxièmement, on peut montrer des déclinaisons dans chaque culture. C'est-à-dire que précisément, l'élément important, c'est que dans ce domaine-là, chaque culture va créer un outil et un type d'entreprise particulier. Troisièmement, c'est qu'on va pouvoir serrer les pratiques de terrain de manière très très près. Et dernièrement, on ne s'embarrasse pas de terminologie protéiforme. On a quelque chose qui est relativement simple. Alors je vous propose maintenant de continuer. Donc là, j'ai réglé l'histoire de l'ESS. Vous avez compris ? Non, je répondrai aux questions après. Mais bon, celle-là, pour moi, elle est réglée. Maintenant, à régler la deuxième question qu'on m'a posée, c'est-à-dire, alors maintenant, comment on fait pour continuer à exister ?
Alors, je crois qu'il y a un enseignement que nous pouvons observer partout dans le monde coopératif, c'est qu'il y a une dimension politique qui est la dimension la plus difficile à conserver, c'est-à-dire celle qui s'émousse tout le temps, c'est-à-dire où il faut à chaque fois revenir, c'est-à-dire pour montrer quel est le projet. Nous avions il n'y a pas longtemps la belle ode ici en conférence, entreprise autogérée, c'était rigolo, comme avec une expérience qui est très courte, qui a 2 ans, ils étaient déjà à se poser ce type de questions. C'est-à-dire comment en fait faire en sorte que ce qui a été le débat, la lutte qui a fait qu'ils ont repris cette entreprise, etc., ne soit pas pour des jeunes, pour des nouveaux qui arrivent, quelque chose voilà, qui n'existe plus, c'est-à-dire que c'est plus leur histoire, c'est l'histoire des vieux, mais c'est pas l'histoire. Voilà, ça c'est compliqué. C'est-à-dire comment on fait pour maintenir. Alors il y a quelques exemples quand même, je pense à Ardelaine, qui sont intéressants là-dessus, qui ont donné pas mal d'éléments. Comment on fait? Non, c'est pas une histoire de jeunes, non, c'est une histoire de... c'est pas qu'une histoire de mémoire, c'est faire en sorte qu'il y ait quelque chose, une prise sur les événements actuels. Moi, je me souviens d'avoir eu un contact avec la Confédération générale des Scopes il y a des années à propos d'un contrat jeune qui était en discussion ici et dans lequel la Confédération m'avait dit mais nous n'avons pas à prendre d'avis là-dessus, nous n'avons pas à dire ce qu'on en pense. Et ça, je crois que ce principe de neutralité des coopératives en France, c'est un problème très très grave, très très problématique, qui n'existe pas dans d'autres pays. Hein. Donc je crois que cette dimension politique, c'est une question qui est vraiment importante. La deuxième chose, c'est que il y a une considération qui est importante et qu'on a un petit peu dévoyée, c'est le fait qu'on distingue, on est arrivé à distinguer aujourd'hui l'activité du statut. Et la loi est arrivée à en accepter la règle. C'est-à-dire que l'exercice d'une activité commerciale par un établissement de crédit, c'est de là que c'est né, relevant du statut de la coopérative, n'est pas de nature à entraîner sa nullité. C'est-à-dire qu'on admet qu'une coopérative bancaire puisse avoir une activité commerciale qui soit dissociable du statut juridique qu'elle a. Ça, je pense qu'il y a un grave problème là-dessus. Il y a plusieurs manières d'y répondre. Hein. Il y a la manière que j'évoque, c'est-à-dire la charte, qui serait une forme d'autocontrôle et d'interdiction à l'intérieur d'un domaine d'activité. Certains pensent que la révision coopérative pourrait être un élément qui intègre, en étant un peu plus fine, qui intègre ce type d'impossibilité, et d'autres regrettent l'agrément préfectoral qui était donné au début de la création des SIC. Hein. Voilà, donc il y a plusieurs manières d'y répondre, mais je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas admissible quand on voit la nature des coopératives et la façon dont elles sont l'objet de situations qui sont ahurissantes, qu'on n'imagine même pas pour une entreprise classique. Je crois qu'il y a une réflexion à mener là-dessus. La première chose. La deuxième chose, c'est d'inscrire la coopérative dans une histoire territorialisée. Et c'est ce que j'appelle une charte territorialisée, c'est-à-dire qu'une charte, contrairement à celle de l'économie solidaire, une charte qui ne serait pas verticale, mais qui serait horizontale, c'est-à-dire qui serait propre à un territoire particulier. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de Mondragone, il y en a plein. Hein. Dans le Trentino, il existe sur la région du Trentino un fonds intercoopératif qui est versé par toutes les coopératives en permanente et qui a pour but, un rôle de sécurisation et parfois d'investissement collectif. D'accord ? Curieux, hein, c'est-à-dire ça n'existe pas, la loi ne le donne pas, c'est une charte propre au Trentino. Donc ça, c'est le deuxième élément, c'est-à-dire que dans la situation dans laquelle nous sommes, alors j'ai bien entendu l'avertissement de Geneviève et la dégradation continue du monde, mais dans cette dégradation continue du monde, la différence, c'est qu'on peut penser que le dégât, enfin la dégradation risque d'être un peu longue, voilà, un peu. Et donc, dans ce un peu long, peut-être qu'il est bien de se protéger de ce qui peut nous arriver. Donc là, je suis en train de vous dire quels sont les petits trucs qui existent. Grosso modo, la question à laquelle je réponds, elle est simple, c'est comment rester petit dans un monde de grands. C'est ça ma question. C'est-à-dire, comment faire en sorte que la coopérative reste petite et se protège dans un monde qui pourrait l'asphyxier.
Et donc on en arrive à cette question de taille. Je voudrais vous dire sur la question de taille deux choses. La première des choses, c'est que toujours dans l'expérience de Mondragon, en 1980, il y avait une entreprise coopérative qui prenait énormément de poids et qui s'appelait Oularco. Et donc, les coopérateurs se mettent à réfléchir à la façon dont qu'est-ce qu'on fait de cet Oularco. La décision qui est prise, c'est de casser l'entreprise en fonction, au niveau de ses fonctions. Et on va créer une entreprise coopérative d'automation, une entreprise de forge, une entreprise d'électromécanique, etc. C'est-à-dire qu'on divise l'entreprise parce qu'elle était trop grosse. Donc vous voyez, l'idée de la question d'échelle, c'est des fois de ne pas grossir la coopérative, mais au contraire de la rendre plus petite, plus réactive. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est que toujours, pour reprendre l'exemple de Mondragon, en 60 ans, il n'y a qu'une entreprise coopérative qui s'est cassée la figure, c'est Fagor. Alors, il se trouve que Fagor, quelque temps avant, j'avais eu une discussion avec le président du conseil de surveillance sur Fagor, sur la gestion de Fagor, et qui m'avait dit que Fagor était trop grosse aujourd'hui, et qu'il était quasiment impossible de la gérer. Et donc, il fallait trouver les moyens de diviser cette entreprise. D'accord ? Donc vous voyez bien que cette histoire de grossir, là, elle n'est pas du tout évidente. Et au contraire, la tendance, c'est au contraire essayer de diviser et de faire en sorte qu'on arrive à créer des unités qui soient beaucoup plus petites que celles qui existent aujourd'hui. Je suis convaincu pour autant que sans mouvements sociaux, nous finirons, tu ne l'as pas dit, mais Geneviève, par un accident technologique ou écologique ou par une troisième guerre mondiale. J'ai toujours pensé ça, moi. J'ai toujours pensé que notre avenir, c'était une troisième guerre mondiale ou bien c'était un accident terrible écologique. Voilà. J'ai toujours pensé ça. Sauf sous réserve de mouvements sociaux. Sauf sous réserve de mouvements sociaux. Les mouvements sociaux, on ne peut pas les prédire. On ne peut pas savoir comment il peut se passer quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas par contamination progressive que nous changerons le monde. J'y reviens. Donc je crois, et je finirai par là, il y a à mon avis 3 niveaux qui peuvent être étudiés dans cette façon de rester petit dans un monde de grands. Le premier, c'est un niveau extra-coopératif. Je n'ai jamais pensé que changer d'échelle se décrète par l'État, et du reste, qu'un ministre nous dise qu'il va doubler le nombre de scopes en 5 ans, ça n'engage rien, parce que de toute façon, dans 5 ans, il est déjà plus là. Donc, de toute façon, vous pouvez tout dire. Mais je ne crois pas qu'un ministre puisse multiplier, je ne crois pas que les outils qu'il peut avoir. Les outils, je vous l'ai dit, fiscaux sont les outils les plus dangereux. Parce que ce sont les outils qui vont faire que dès que vous créez une loi fiscale, vous avez un effet d'aubaine, c'est-à-dire tout le monde s'y jette pour pouvoir profiter de la situation. Et on a connu ça dans les scopes, pour reprendre les scopes, dans le scope du bâtiment, qui avait eu un avantage par la loi, et on s'est retrouvé avec des scopes qui ne profitaient que de la loi et qui n'étaient en rien une coopérative. Donc je crois qu'il faut se méfier de cet élément. On pourrait continuer, je crois que dans l'expérience des PTCE, qui sont une pâle copie des pôles de compétitivité, dont l'Oncopole toulousain est une illustration fâcheuse, je crois qu'on a un peu le même cas. On a vu des PTCE se développer un petit peu partout, par pur effet d'aubaine, parce qu'il y avait une fiscalité qui était avantageuse. En revanche, en 1977, il y a eu une loi italienne qui a permis la réintégration de réserves supplémentaires défiscalisées, et je pense que le sort des coopératives de consommation italiennes n'aurait pas été le même que celui d'aujourd'hui si cette loi n'avait pas été votée. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se débarrasser de l'État et que... Voilà. Je crois que c'est plus compliqué. Il existe des outils intéressants de politique publique. Je vais vous en donner un. En 2001, le 18 octobre 2001, il a été voté en Italie une loi constitutionnelle qu'on appelle la subsidiarité horizontale. C'est un peu bizarre comme nom, subsidiarité horizontale, qui donne la possibilité à l'initiative autonome citoyenne, en accord avec les collectivités locales, de prendre en charge des missions d'intérêt général.
C'est une loi. Alors, subsidiarité. La subsidiarité, c'est un terme de Proudhon qui consiste à dire que lorsqu'on peut résoudre une question au niveau local, on ne monte pas au niveau supérieur. Hein. L'exemple trivial qui est donné, vous nettoyez votre rivière dans votre village, elle est parfaitement propre, et puis vous apercevez que le lendemain, elle est encore plus dégueulasse parce que vous avez en amont une carrière qui nettoie son marbre avec la rivière qui est au-dessus de chez vous. Donc, vous êtes obligé de passer un niveau au-dessus parce que vous ne pouvez pas résoudre votre question. Par définition, la subsidiarité, c'est un axe qui est vertical. Alors, les Italiens nous inventent une subsidiarité horizontale, c'est-à-dire qu'ils disent que la société civile, dans certains cas, dans certains exemples, peut, avec l'accord de la collectivité locale, demander à avoir la gestion de quelque chose qui est d'intérêt général. Et ça vous donne l'exemple suivant, c'est que, alors il peut y avoir des communs, c'est ce qu'ils appellent les communs, hein. Ils appellent des communs des choses qui peuvent être gérées avec le secteur public, avec le secteur privé. Par exemple, dans le cas où un groupe local déciderait d'utiliser, pour des raisons dont on définit le bien commun, une école communale aux heures de fermeture de l'école communale, c'est-à-dire à partir de 16h l'après-midi, et puis le week-end, elle a le droit d'utiliser cette école communale, qui est donc un bien public, en termes de commun, géré par cette association, à condition qu'il y ait un accord avec la collectivité locale du coin. Vous voyez le nombre de multiplications que vous pouvez avoir et le type de relation, à mon avis, coopérative qui peut y avoir donc à un niveau qui ne se situe pas au niveau de la coopérative, mais dans la relation de la coopérative à la collectivité. Il y a en France un droit qui s'appelle le droit à l'expérimentation qui peut s'exonérer du rôle d'agent d'exécution des collectivités locales et en échappant à la clause de généralisation, c'est-à-dire celle qui dit que quand vous tentez quelque chose dans une expérimentation locale, vous pouvez le faire pendant une durée qui est limitée et à la fin de cette limite, elle doit se généraliser aux autres régions sous l'esprit républicain, sous la règle républicaine. Eh bien, il existe une loi qui permet de monter des expériences locales qui est très peu utilisée. J'ai regardé, avant de venir là, le nombre d'expérimentations qui existent, c'est très très faible, ça tient sur le dos d'une main. C'est-à-dire que c'est une structure, enfin une loi qui n'a pratiquement jamais été utilisée. Or, elle serait d'une très grande utilité pour nous dans le cas où on demanderait à valider une expérimentation sociale avec aucune volonté de généraliser cela sur le territoire, uniquement à titre d'expérimentation. Voilà, ça c'est je passe, parce que j'ai pas le temps, sur une deuxième réflexion extra-coopérative, qui est le rôle des fédérations, et notamment de la CGSCOP. Je dis et redis, mais bon, ça ne sert à rien, que la Confédération des SCOP avait toujours une vision et une information sur les coopératives par la négative. C'est-à-dire qu'elle nous dit toujours, vous pouvez monter une coopérative lors d'un dépôt de bilan, lors d'un manque de repreneurs, ou bien lors de départs nombreux à la retraite. Et qu'elle ne dit jamais ce qu'est le positif de la coopérative, c'est-à-dire pourquoi on devrait monter volontairement, positivement, et donc ça m'incite à penser qu'il y a un déficit de culture coopérative en France, c'est-à-dire de culture, j'irais même plus loin, de culture ouvrière et coopératrice. C'est-à-dire que nous avons perdu cet espace, ce lieu dans lequel il y aurait une histoire, des lieux dans lesquels des conférences, des lieux qui vanteraient en fait cette culture coopérative. Il y a un deuxième niveau qui est un niveau intercoopératif. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec les synergies territoriales qui peuvent être horizontales ou verticales, mais il y a plein de règles qui existent dans le monde coopératif, d'intercoopératives régionales, c'est-à-dire de règles qui sont fixées les unes par rapport aux autres. Je vous en donne une. L'appellation d'origine protégée, c'est quelque chose qui est peu utilisé en France. Je n'ai pas fait le recensement de ce qu'il y avait. Une appellation d'origine protégée, c'est par exemple les fruitières du Jura. Elles exigent l'existence de 10 éleveurs pour constituer une fruitière. Ce qui veut dire que le gros qui veut fabriquer le même fromage, il ne peut pas parce qu'il faut être 10 pour entrer dans la fruitière.
Donc il faudrait qu'il y ait 10 gros. Ça, c'est compliqué. D'accord? Donc ça veut dire 10 petits, c'est facile à trouver. Hein. Donc, et le fromage du comté renchérit le cahier des charges, puisque à dater de janvier 2019, c'est-à-dire l'an prochain, enfin dans quelques mois, il a augmenté le cahier des charges et il dit qu'il passe la terre minimale pour chaque bête d'1 hectare à 1,3 hectare. D'accord ? Preuve que ce n'est pas en assouplissant les règles qu'on développe le domaine, mais c'est au contraire en mettant des règles beaucoup plus strictes qu'on va pousser des entreprises à aller dans cette direction. Le deuxième élément qu'on peut avoir toujours dans ce interrogant, c'est la création de consortiums. Toujours en Italie, ça permet de regrouper des fonctions en commun, c'est-à-dire de mettre en place un certain nombre de fonctions que vous détachez des coopératives, toujours avec la même volonté, c'est qu'il faut que la coopérative elle soit petite. C'est-à-dire, ne grossissez pas la coopérative, mais si vous avez besoin d'avoir, pour la concurrence qui vient de chez vous, de faire en sorte qu'un certain nombre de fonctions comptables, informatiques, etc., sortent de la coopérative, sortez tous les gens de ces coopératives, mettez-les dans un consortium, et ça vous rend une coopérative de base beaucoup plus petite, parce que vous enlevez toutes ces fonctions secondaires. C'est une pratique, ça, qui est très, très, très utilisée en Italie du Nord. La troisième proposition, c'est l'utilisation de monnaie locale. Plus on développera des monnaies locales, plus on développera et on favorisera les activités sur un territoire. D'accord ? Et plus on défavorisera les activités qui viennent de territoires extérieurs. Donc vous mettez en sorte que vous créez une sorte de barrière aux activités qui sont extérieures et qui pourraient rentrer à l'intérieur. Et puis la dernière, mais il y en a d'autres, c'est la création d'une fondation territoriale dont j'avais défendu l'idée il y a quelques années à la région, c'est-à-dire une liaison qui serait organique entre une formation supérieure, des financements dédiés, des types d'incubateurs qui auraient permis une véritable propulsion locale. Voilà. Et puis le troisième niveau, c'est le niveau intra-coopératif. Donc j'ai fait le niveau extra-coopératif, le rapport avec les collectivités, le niveau intercoopératif et le niveau intra-coopératif. Celui-là, changer d'échelle revient souvent à récupérer la chaîne de valeur de l'amont à l'aval. Et certainement pas de grossir une activité née de la division du travail. Par exemple, aujourd'hui, un viticulteur en agriculture intensive ne peut pas vivre moins de 20 hectares de terre. Un bio, il regroupe le travail de la vigne, il regroupe le travail de la vinification, il regroupe le travail de la commercialisation, et son exploitation, elle peut ne pas dépasser 4 hectares. Donc l'idée, c'est de faire attention que la division du travail vous entraîne à des grossissements d'activité et que c'est faux si vous reconsidérez la chaîne de valeur et que vous établissez l'activité sur une plus grande taille. Puis la dernière chose qui au niveau intra-coopératif, c'est évidemment la question du collectif qu'il faut questionner. Qu'est-ce que c'est qu'un collectif avec les différentes formes de démocratie, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il est clair que dans ce texte de loi, je finirai là, de l'économie sociale et solidaire, il y a une aberration, c'est de confondre l'économie coopérative et l'économie collaborative. Ça, c'est ahurissant de dire ça. L'économie collaborative, l'essentiel de la valeur tourne autour du système numérique, du système informatique qui a été mis en place. C'est de là qu'est tiré l'essentiel de la valeur. Et elle est fondée sur une analyse de réseau, c'est-à-dire qu'un réseau, plus il y a de monde et plus le réseau fonctionne. Ce qui est le contraire d'un collectif, c'est qu'un collectif, plus vous agrandissez le nombre et plus il y a de raisons de s'effriter. D'accord ? Donc il y a une confusion totale dans ce texte de loi entre l'économie collaborative et l'économie coopérative. Bon, j'en ai terminé. Je voudrais dire 3 choses. Si j'avais à définir aujourd'hui l'économie sociale, je dirais qu'une seule chose. Et c'est très simple et compréhensible par tout le monde. L'économie sociale, c'est une théorie des limites. C'est une limite dans l'extractivisme, c'est une limite dans le consumérisme, c'est une limite dans le productivisme, c'est une limite dans les écarts de salaire, c'est une limite dans la croissance, c'est une limite dans les territoires couverts par le marché.
il doit être clair que dans cette théorie de limite, il ne s'agit pas de faire des économies d'échelle. Voilà, je vous remercie de votre attention.